Bienvenidos a un nuevo programa de Pensadores Contemporáneos. Queremos agradecer a la Biblioteca Nacional por permitirnos realizar este programa en la Sala Mexicana. A continuación, presentaré a nuestra invitada, la doctora Kathleen Larrey, que es profesora emérita por la Universidad de Sorbonne en París, y ella es experta en filosofía moral y ha sido una de las precursoras en Francia en relación a pensar y reflexionar sobre los problemas ambientales contemporáneos. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a esta su casa, la Universidad Nacional. Y me gustaría preguntarle cómo fue que usted se introduce a estos temas y reflexiones sobre el medio ambiente. D'abord, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être ici. En fait, je suis arrivée aux questions environnementales un peu par hasard, parce que j'ai été invitée au moment du sommet de la Terre à Rio en 1992. J'ai été invitée à un colloque d'éthique environnementale qui se tenait à Porto Alegre. Et j'ai été invitée en tant que Française et je suis allée présenter un peu les idées de quelqu'un qui parlait d'environnement en France à l'époque, qui était le philosophe Michel Serres. Et à Porto Alegre, j'ai rencontré un certain nombre des grands spécialistes américains d'éthique environnementale, Holmes Rolston, John Bert Callicott. J'ai discuté avec eux, la question m'a intéressée. Je suis revenue en France et j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai travaillé là-dessus avec mon mari, qui est agronome, sociologue et économiste, et qui travaillait déjà sur des questions sur les forêts, sur les questions de protection de la nature. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant ensemble, parce que lui avait une formation scientifique, moi j'avais plutôt une formation philosophique, qu'on pouvait faire une réflexion nouvelle et en même temps informée sur les questions environnementales. Me gustaría preguntarle un aspecto muy importante que ha venido desarrollándose en distintos ámbitos de la academia a nivel global, sobre el concepto de antropoceno. ¿Nos podría comentar un poco y profundizar sobre este concepto? Alors, je parlais du philosophe français Michel Serres, et dans le Contrat naturel qui a été publié en 1990, il montrait déjà l'importance du caractère global des questions environnementales, et il insistait sur le fait qu'on ne pouvait plus faire la différence entre l'histoire de la nature et l'histoire des hommes, qu'elles se rencontraient, qu'elles se mélangeaient. Et je crois que la proposition de nommer Anthropocène une nouvelle époque géologique, qui est l'époque de la Terre ou de l'histoire de la Terre, où l'humanité est devenue une force géologique capable de transformer le système Terre dans son ensemble, le terme d'Anthropocène est finalement une façon de donner un nom à ce que Michel Serres avait déjà montré. L'histoire humaine rencontre l'histoire de la nature dans un destin global qui est celui de l'humanité, de la planète et de tous ceux qui l'habitent, humains comme non humains. Me gustaría también hacerle una pregunta que tiene que ver con distintas críticas que se han formulado también desde la academia al concepto de antropoceno, cuando distintas científicas, humanistas y también científicos y humanistas han señalado que el concepto antropoceno no apunta y no dirige bien la crítica a la forma en que el ser humano se ha venido relacionando con el planeta Tierra y la vida en la naturaleza, puesto que no hace una diferencia clara
entre las distintas responsabilidades históricas que existen por parte de distintas naciones, que no es lo mismo el impacto que han tenido culturas como por ejemplo los pueblos indígenas en distintas regiones y otro tipo de culturas como las sociedades industriales. ¿Nos podría explicar un poco cuál es su perspectiva ante esta postura? Oui, bien sûr. Alors, quand on a parlé d'anthropocène, hein, rappelons que anthropocène, ça vient du grec anthropos, qui veut dire homme, et scène, qui est la transcription de kainos en grec, qui veut dire nouvelle. Donc cette nouvelle ère, c'est l'ère de l'humanité, et ça désigne l'humanité dans son ensemble. Et donc, du point de vue de l'histoire de la Terre, disons, il y a une force géologique qui a une importance de plus en plus grande, qui est les effets conjugués des actions humaines. Mais quand on pose la question du point de vue de l'histoire humaine, de ce qui s'est fait, il est évident que dire anthropocène, ère de l'humanité, c'est comme si on disait que l'humanité, de façon homogène, était à l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons, changement climatique, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources, pollutions diverses. Or, ça, tout le travail des historiens, là, des historiens de l'environnement, des historiens de l'histoire humaine l'a montré. Ce n'est pas tous les individus, ce n'est pas toutes les populations humaines qui ont contribué au même point. Et vous disiez justement que les populations indigènes, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie du Sud-Est, n'y sont pas pour grand-chose. C'est fondamentalement ce qu'on a pu appeler la civilisation industrielle, le développement très rapide de l'industrie, la consommation très rapide d'énergie fossile, le bois, puis le charbon, puis le pétrole, puis les gaz de schiste et autres, qui sont à l'origine de la situation actuelle. Donc dire anthropocène, c'est une façon de rendre l'humanité tout entière responsable de quelque chose qui, en fait, peut être attribué à un processus historique qui intervient, disons, à partir du XVIe, XVIIe siècle, à partir de l'Occident, puis de l'expansion coloniale des Européens, puis de leur transformation de l'industrie, des modes de consommation, des modes de production. Donnons un mot à ce processus, c'est capitalisme. Et donc un certain nombre d'historiens, américains, suédois, français aussi, ont proposé, ont dit, mais ce n'est pas d'anthropocène qu'il faudrait parler, c'est de capitalocène. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que parler d'anthropocène, c'est effectivement effacer la diversité des responsabilités humaines dans les problèmes actuels auxquels nous faisons face, et c'est masquer le fait que c'est un type de civilisation, un type de société qui, à la fois une société de domination sur les hommes, d'exploitation des travailleurs, mais aussi d'exploitation de la nature, qui est à l'origine de ça. Es bastante interesante que nos lleve a una reflexión histórica, porque esto nos permite ir diferenciando o pensando en las distintas etapas que lo que usted llama el modelo de desarrollo industrial capitalista es el responsable, de cierta forma, de la era que hoy estamos experimentando, que se conoce como antropoceno. Doctora, ¿no cree usted que hablar de capitaloceno, como usted lo acaba de señalar, también esconde una parte y una responsabilidad de la etapa histórica del modelo socialista o comunista de desarrollo que también
se basó en un modelo industrial? Alors, oui, ce que vous dites est d'autant plus suggestif qu'il y a un historien américain d'origine indienne qui s'appelle Dipesh Chakrabarty et qui était un des premiers historiens à avoir très peu de temps après la proposition de l'appellation Anthropocène. Donc la proposition, elle est de 2000-2002 et l'article de Dipesh Chakrabarty doit être de 2005 à peu près. Et ça s'appelle le climat de l'histoire, 4 thèses. Et ce que dit Dipesh Chakrabarty, c'est que l'humanité est devenue une unité. Bien sûr, ça relève de l'histoire du capitalisme, mais ça dépasse l'histoire du capitalisme. Et ça ne relève pas uniquement de l'histoire du capitalisme, et ça ne peut pas uniquement s'expliquer par l'histoire du capitalisme. Alors on l'a beaucoup critiqué là-dessus parce qu'on a trouvé qu'il ne dénonçait pas assez le capitalisme finalement. Et une des réponses qu'il a eues, c'est de dire mais finalement, c'est le résultat du capitalisme, le changement climatique. Mais imaginez que le socialisme ait marché, parce que de fait, il n'a pas marché. Hein. En Russie, ça ne s'est pas beaucoup développé. Mais imaginez qu'il ait marché, qu'il ait donné à tous ce qu'il promettait. Eh bien, à ce moment-là, on aurait consommé beaucoup plus et la crise serait arrivée beaucoup plus tôt. Alors, on peut beaucoup discuter de ce type d'argument. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais ça met l'accent sur quelque chose, ce qu'il y avait de commun entre la réalité du capitalisme et, disons, les projets du socialisme, c'est un même modèle productiviste. C'est-à-dire que le socialisme pensait libérer les hommes de l'oppression, mais ne se posait pas de questions sur le rapport à la nature. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le modèle soviétique entre les années 20 et 50, disons, c'est un modèle hyper productif, hyper destructeur de la nature, et que, de ce point de vue-là, bien avant Tchernobyl, la catastrophe écologique, elle a eu lieu en Russie. Elle a eu lieu avec l'assèchement de la mer d'Aral, avec toute une série de transformations industrielles très brutales qui ont extraordinairement détérioré l'écologie du monde russe. Et donc on peut dire de ce point de vue-là que c'est la faute du productivisme et pas seulement du capitalisme. Entonces, ¿usted consideraría, en lugar de referirnos a esta era como antropoceno o capitaloceno, enfocar nuestro análisis histórico, filosófico y social a lo que ha sido el proyecto y el modelo de industrialización que han compartido las distintas vías, el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo realmente existente? Es el modelo industrial, no tanto los modelos políticos sobre los cuales ha funcionado? Alors, on pourrait penser ça, et il y a des gens qui pensent ça, et du coup, puisqu'on est dans les appellations, pour résumer des pensées, on a proposé de ne parler ni d'anthropocène, ni de capitalocène, mais de technocène. Donc, dans l'idée que c'est une certaine façon de produire et qui a amené ses conséquences. Mais ça a été critiqué, et moi je suis d'accord avec ces critiques, de dire mais finalement c'est un peu autonomiser la technique, et c'est une forme de déterminisme technologique. C'est-à-dire, c'est dire comme si une façon de produire technique avait obligatoirement des conséquences sur l'ensemble du monde et sur l'ensemble de la société. Donc il me semble qu'il faut replacer la technique dans un contexte social. On peut quand même dire que ce contexte social est un contexte d'exploitation économique. Donc, c'est pour ça que je disais, mais le socialisme, finalement, ça n'a jamais marché. Est-ce que le socialisme tel qu'il a existé, ce n'est pas plutôt une certaine forme de capitalisme étatique plutôt que du socialisme à proprement parler? Et justement, on peut se dire aussi qu'un modèle social
qui prendrait en compte le fait que les hommes et la nature ne sont pas complètement séparés et que donc si on ne peut pas être complètement libre entre les humains si par ailleurs on exploite la Terre, et que donc un modèle d'association, un modèle de lien social qui intégrerait le rapport à la Terre serait bien meilleur que l'idée, qui a été l'idée du XIXe siècle, de libérer les hommes entre eux sans mettre en question leur rapport à la nature. Usted hizo referencia a un aspecto muy importante y lo llamó como la tecnósfera, ¿no? O la era de la tecnología, por utilizar otra idea similar. Mi pregunta es la siguiente. Si usted le atribuye gran parte de la responsabilidad a este modelo tecnoindustrial, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en las soluciones para el porvenir si donde vamos a encontrar posibles respuestas para ir resolviendo los problemas ambientales contemporáneos es justamente en las tecnologías y en las ciencias que hoy han desarrollado nuevos sistemas de calentamiento, por ejemplo, basados en el sol, en energías renovables? ¿Cómo pensar esa tensión? Por un lado, es la tecnología y la ciencia la que nos han llevado a esta crisis, y por otro lado, tenemos que confiar en ellas para resolver los problemas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Alors, je crois que vous avez tout à fait raison de montrer le double aspect. C'est-à-dire, d'une part, on ne trouvera pas de solution aux problèmes actuels complètement en dehors de la technique et de la science, et que d'autre part, ne doit-on pas se méfier de chercher des solutions dans la technique alors que c'est la technique qui nous a menés là. Alors je voudrais juste peut-être un peu préciser, parce que ça me paraît très très important ce que vous avez relevé. D'un côté, justement en 1992, quand il y a eu le premier sommet de la Terre à Rio, il y a eu un appel de beaucoup de scientifiques, donc beaucoup de prix Nobel, qu'on a appelé l'appel de Heidelberg, de l'endroit où il a été envoyé, disons. Et ces scientifiques s'inquiétaient en disant, ils dénonçaient le sommet de la Terre, et en disant, nous nous inquiétons de voir une idéologie rationnelle prendre le pas sur ce qui a libéré l'humanité. Et ils disaient, l'humanité a toujours progressé en mettant la nature à son service et pas l'inverse, et en parlant de la science, de la technique et de l'industrie. Et en dénonçant donc tous ceux qui se réunissaient à Rio comme un romantisme irrationnel. Et on a répondu à cet appel de Heidelberg, un certain nombre de scientifiques ont répondu en disant « mais irrationnel, mais pas irrationnel du tout. Qui a montré les problèmes dans lesquels nous sommes? Qui a montré le changement climatique, l'érosion de la biodiversité? C'est depuis même la science que la conscience des problèmes est venue, et donc il n'y a aucune raison d'opposer ce qui serait d'un côté la science, la technique et l'industrie, et de l'autre côté l'irrationnel. Nous progressons dans la science. En même temps, c'est tout à fait vrai de dire qu'il y a et ça a aussi été une réponse, par exemple, au rapport Meadows en 1972, qui disait « si on continue comme ça, on va vers la catastrophe pour aller vite », le rapport sur les limites de la croissance, et de dire, on leur a dit, mais on trouvera des solutions techniques. Il y aura toujours une solution technique.
Ce n'est pas la peine de s'en faire. Hein. Je travaille par exemple sur les questions nucléaires. Mais quand est arrivée la question des déchets, on a dit oh, on trouvera bien une solution technique pour diminuer la radioactivité des déchets. Et à quoi on peut répondre? Mais si la technique pose des problèmes, comment peut-on trouver dans la technique des réponses aux problèmes que pose la technique? Parce que c'est ce qu'a montré un philosophe comme Hans Jonas, qui est de dire, mais au fond, toute solution technique, quelle qu'elle soit, a des conséquences involontaires nuisibles. Donc on va chercher une solution technique et on créera encore des conséquences involontaires. Donc il n'y a pas de solution purement technique. Donc on est effectivement entre les deux. Alors on ne peut pas se passer, on a besoin de la science pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde et on a besoin de solutions techniques. En même temps, à ne chercher que de la technique, on ne fait qu'aller en avant dans les problèmes. Donc c'est pour ça, moi, que j'insiste à ce point sur l'insertion sociale de la technique. C'est dans les rapports sociaux et c'est, je vais prendre un exemple, c'est dans les rapports sociaux dans lesquels la technique s'insère qu'on peut avancer vers la solution. Je vais prendre un exemple très simple. On peut dire, bon, il ne faut plus d'automobiles qui marchent au pétrole, parce que le pétrole, ça dégage des gaz à effet de serre. Il faut des voitures électriques. Oui, mais les voitures électriques, pour les produire, il faut consommer beaucoup d'énergie. Et les voitures électriques, ça ne peut être un gain en production de gaz à effet de serre que si on s'en sert beaucoup, c'est-à-dire s'il y a une utilisation collective. Donc la solution, elle n'est pas seulement technique, remplacer l'essence par l'électricité, c'est aussi une autre façon sociale de vivre, plus de transport en commun, plus d'utilisation collective de la voiture. C'est là que si on a besoin d'une solution technique, elle ne peut pas être seulement technique. Estas ideas que usted ha puesto sobre la mesa me llevan a preguntarle lo siguiente. Y ahí vamos entrando a su área de especialidad, que es la parte moral y ética. Sabemos que la ciencia no es neutra y también responde a intereses. En este sentido, ¿cómo darle un sentido ético y moral a todo este conglomerado global científico-tecnológico que es desarrollado por seres humanos como usted y yo, que dirijan los esfuerzos a resolver los graves problemas que nos aquejan como humanidad? En este sentido, nos puede exponer algunas reflexiones desde la ética ambiental y la perspectiva moral de cómo podemos empezar a trabajar con los científicos para que realmente esto que usted plantea se exprese en la realidad. C'est une très vaste question que vous m'avez posée. Ce n'est pas très facile d'y répondre complètement. Je vais quand même commencer par quelque chose dont on n'a pas parlé jusque-là. Et c'est ça que moi j'ai d'abord appris en travaillant en éthique environnementale. C'est que nous les humains, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il y a des non-humains, il y a des végétaux, des animaux qui sont des vivants comme nous et qui ont droit à vivre comme nous. Peut-être, enfin comme nous on peut discuter longtemps, mais qui ont droit à vivre. Or, les dégradations, les destructions que nous causons dans l'environnement et qui ont sur nous-mêmes, sur nous autres humains, des impacts importants, ont aussi des impacts très importants sur les non-humains. Et
bon, j'ai fait allusion à ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité, donc la disparition accélérée d'espèces, diminution de population au-dessous de ce qui leur permet de survivre, et ces non-humains, végétaux, animaux, vont et souffrent déjà beaucoup du changement climatique et n'ont pas les moyens que nous avons, nous, pour nous adapter au changement climatique. C'est-à-dire ces moyens techniques que nous avons, bon, qui sont des moyens ambigus parce qu'ils peuvent faire du mal autant que du bien, mais quand même nous les avons. Eux, ils ont l'adaptation de survival of the fittest, hein, que ceux qui arrivent à s'adapter s'adaptent, et ou beaucoup se déplacer, migrer. Mais donc ils risquent de souffrir encore plus que nous. Alors je crois que prendre un point de vue moral sur la question, c'est prendre en considération qu'il y a d'autres vivants que nous, et donc avoir un peu une autre vision de l'humanité. Ne pas nous considérer comme extérieurs à la nature, mais nous considérer comme faisant partie des vivants et responsables des vivants. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je crois, intervenir en philosophe, c'est poser la question des finalités et du sens. C'est-à-dire que nous avons mis en place nous autres tous humains, et à des degrés divers et de façon diverse. Il faut toujours prendre en compte la diversité de l'humanité, mais nous avons mis en place des structures techniques, sociales, qui d'une certaine façon fonctionnent toutes seules. Elles vont en avant. Hein, elles vont, là encore, parce que je travaille sur les déchets nucléaires actuellement, mais en France, il y a énormément de centrales nucléaires, et le président d'Électricité de France a dit il faut continuer le nucléaire parce que c'est comme quelqu'un qui fait du vélo, du vélocipède, pour ne pas tomber, il faut pédaler. Autrement dit, la technique, elle nous emporte au-delà de ce que nous voulons, c'est elle qui décide. Et je crois que reprendre un point de vue philosophique et aussi un point de vue politique et social, c'est poser la question des finalités, qu'est-ce que nous voulons faire, et c'est chercher c'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement pris dans des contraintes naturelles, nous sommes aussi pris dans des contraintes techniques. Finalement, la technique est un peu une seconde nature, hein, c'est ce que disait Jonas. Eh bien, il faut chercher des prises, parce que nous autres humains, nous avons des finalités, nous avons la possibilité de nous demander ce que nous voulons faire et de chercher les prises qui nous permettent de faire ça. El antropoceno, el cambio climático, tienen una historia. Los expertos no se han logrado poner de acuerdo cómo datar esta nueva era, ¿no? Que tiene consecuencias como el cambio climático y otros fenómenos a escala global. En este sentido, y como lo que hoy estamos viviendo tiene antecedentes bastante remotos, ¿cuál es la responsabilidad que tienen países como Francia a otros países con índices de desarrollo mucho más bajos para enfrentar este tipo de retos que sin lugar a dudas ya están impactando a las poblaciones más pobres? ¿Cuál es la responsabilidad ética y moral en el caso francés? Tomando en cuenta que también esta historia o este momento en el cual nos encontramos también tiene un ancla en la perspectiva del colonialismo europeo en distintas áreas géographiques del mundo. Merci de me poser cette question parce que je pense qu'elle est très importante et il y a eu beaucoup de débats là-dessus et à mon avis, mais il faudrait que j'ai d'autres collègues philosophes, beaucoup de mauvaise foi. Je m'explique.
quand ces questions ont émergé, hein, qu'on on a parlé de changement climatique, et que c'est devenu un souci mondial, la première idée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est à l'origine du changement climatique tel qu'il se produit actuellement? C'est le développement industriel, politique et social, je dirais, de l'Occident, dont la France fait partie, hein, à la fois dans son développement technique et dans sa domination sur le reste du monde. Parce qu'il faut voir qu'en dominant le reste du monde, des pays comme par le colonialisme, des pays comme la France, comme la Grande-Bretagne, ont conduit ces peuples dominés à surexploiter leurs terres, ne se sont pas du tout souciés de l'environnement dans lequel leur exploitation, qui était à la fois sur les hommes et sur la nature. Donc au début, disons dans les années 1990, dans la communauté qui réfléchit sur ces questions philosophiquement, quelqu'un par exemple comme l'américain Stephen Gardiner, qui est un des experts en matière de justice climatique, justement, si on parle de justice, hein, si on parle de responsabilité, on parle de justice, a dit il va de soi que, puisque les pays de l'Occident, États-Unis, France, Angleterre, etc., sont responsables, ils doivent prendre, pour ce qui s'est passé, ils doivent prendre la responsabilité pour ce qui vient. Et si on regarde par exemple ce qui s'est passé à la conférence de Kyoto en 1997, celle où il y a eu pour la première fois des accords sur le climat, eh bien, seuls les pays les plus développés, qui étaient inscrits dans une annexe B, prenaient des engagements de réduction des gaz à effet de serre, laissant les autres pays libres de se développer. Et puis là-dessus s'est développée toute une controverse, et dans laquelle il y a eu un débat politique. Par exemple, les deux présidents Bush, hein, le père et le fils, ont dit qu'il n'était pas question que les États-Unis fassent des réductions de leurs émissions de gaz à effet de serre si les autres pays du monde ne le faisaient pas. Mais il y a eu aussi un certain nombre de philosophes moraux qui ont dit un certain nombre de choses. Ils ont dit, si on regarde la responsabilité causale, des pays occidentaux développés, je parle pour la France et d'autres pays, je veux dire, il n'y a pas de responsabilité particulière de la France là-dessus. Si on regarde la responsabilité causale, oui. Mais si on regarde la responsabilité morale, ils ont commencé à dire, quand au XIXe siècle, donc dans les pays développés, dans les pays où on a commencé à s'industrialiser, quand on s'est mis à brûler du charbon, du pétrole, etc., ceux qui faisaient ça au XIXe siècle, est-ce qu'ils avaient une idée des conséquences que ça avait sur le climat? Non, aucune. On ne savait pas, on ne connaissait pas. Hein. On sait que c'est à l'extrême fin du XIXe siècle qu'on commence à penser à quelque chose comme un changement climatique, mais ce n'est pas du tout expliqué comme c'est maintenant. Donc comment comment peut-on être responsable de quelque chose qu'on ignore? Donc ils ont dit, il y a une responsabilité causale, mais il n'y a pas une responsabilité morale. Ils ont dit, et les gens maintenant, les générations actuelles, est-ce qu'ils sont responsables de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps? Parce qu'il faut bien se dire que les problèmes dont nous souffrons actuellement sont le résultat d'émissions passées. Les émissions actuelles n'auront de résultats que beaucoup plus tard. On ne peut pas être responsable de quelque chose alors qu'on n'avait pas le moyen d'empêcher nos ancêtres de le faire. Je pense que c'est de mauvaise foi. Parce que, d'abord, une responsabilité, on en hérite. Je veux dire, nous avons hérité, moi je suis française, hein, et nous autres Français, mais c'est vrai pour les Anglais, pour les Américains, nous avons hérité des avantages que nos grands-parents ont créés. Donc on ne voit pas très bien pourquoi on dirait « Ah ben on prend le bon, et puis on ne prend pas le mauvais. Si on a un héritage, on le tient. »
Hein. Donc de ce point de vue-là, ces raisonnements ne me paraissent pas justes, mais ils sont tenus. Et si j'avais des collègues qui tiennent ce genre d'arguments, ils auraient certainement des arguments à me répondre. Donc à ça s'ajoute que quand on, justement, à partir de la conférence de Kyoto de 1997, on a commencé à se dire bon, il faut prendre une année de référence pour faire. On a commencé un peu à distribuer les tâches, hein, et en 1997, seuls les pays les plus développés s'engagent à faire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut une année de référence pour calculer ce qu'on fait. Et ils ont pris, je crois que c'est 1990 ou 1992, mais mettons 1990 comme date de référence. Ça veut dire qu'avant, c'était comme si c'était un événement purement naturel. Donc, même dans les calculs des experts en négociation, eh bien, on ne tient pas compte des responsabilités historiques. Donc, je crois qu'il y a un gros problème qui est est-ce qu'on peut mesurer la responsabilité historique de pays comme la France et comment la prendre en charge. Alors, je crois qu'une première chose, et ça me paraît entendu, c'est que les pays développés ont une responsabilité plus grande dans ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a une responsabilité vers le passé, et puis il y a une responsabilité de ce qui vient, de ce qui va venir. Et que donc, ça, on a une responsabilité plus grande, ça se voit par exemple à l'accord de Paris en 2015, qui règle pour l'instant les questions, les rapports entre les pays sur les questions climatiques. Les pays les plus riches s'engagent à verser des fonds pour aider les pays les moins riches à faire face au changement climatique. Donc, mais c'est à la fois, je veux dire, ce qui pour moi le problème, c'est qu'à la fois il y a une responsabilité évidente, c'est les pays les plus riches, les plus développés, et en même temps, quand il s'agit de la traduire précisément, ça devient très difficile. Sabemos, gracias a distintas investigaciones, que el cambio climático es multifactorial. El historiador ambiental norteamericano John Robert McNeill publicó hace algunos años un importante e interesante libro que se intitula La Gran Aceleración. McNeill señala que es después de la Segunda Guerra Mundial donde empieza a dispararse muchas de las sustancias que han contaminado la tierra, el aire, ¿no? Por ejemplo, la gran producción de pesticidas como el DDT, los gases de efecto invernadero, producto de un aumento en el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, también sabemos que el cambio climático global no solo es consecuencia del periodo de la gran aceleración, sino que empieza debido a, por ejemplo, los procesos de desforestación que se dieron en Europa, en América, de los bosques. En este sentido, aunque es difícil hacer una diferenciación, ¿no?, como usted lo señaló, de en qué momento se puede hablar de una responsabilidad cuando no se percibían estos problemas y hasta qué punto podemos hacerla. Sin embargo, le doy el ejemplo de los pensadores de la Ilustración francesa. En Francia sabemos que fue uno de los primeros países en desarrollar el primer código forestal para la conservación de sus bosques.
¿Por qué? Porque tenían ya claro desde el siglo XVII que la desforestación en sus regiones montañosas influían, cambiaban el clima, afectaban la hidrología y degradaban la tierra cultivable. Ahí ya existe una noción en ese momento histórico de que la desforestación genera graves y terribles consecuencias para los pueblos. Sin embargo, la política francesa no fue la misma en sus territorios de ultramar, por ejemplo, Haití. Entonces, a partir de esta evidencia histórica, no podríamos pensar y considerar que ya había una racionalidad sobre los efectos de la devastación de la naturaleza que anteceden a la gran aceleración, y que realmente sí hay una responsabilidad anterior a 1950 por parte de los países coloniales. Là aussi, c'est une grande et compliquée question. Je vais reprendre un certain nombre de points et essayer de répondre à ce que vous avez dit, étant donné que moi je ne suis pas historienne, donc je n'ai pas toujours une connaissance très précise que vous avez sans doute en tant qu'historien de ces questions. Je vais répondre en deux temps. Je vais rester en France et puis regarder la question du côté colonial et sur la question de la déforestation, partir du côté français et puis regarder la situation coloniale et nous se poser la question sur à partir de quand est-ce que nous en avons conscience, parce qu'on peut dire que la question de la conscience est très liée à la question de la responsabilité. Alors je vais répondre sur ces trois points. Alors sur la question, si on reste en France, c'est vrai que ça se voit si on regarde l'histoire de l'Europe du Moyen-Âge à l'époque moderne, dans un gradient qui part de l'ouest et qui va vers l'est, les pays consomment leurs forêts parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est la source d'énergie principale, on fait du charbon de bois, et puis il y a la population qui augmente, donc on coupe des forêts. Il y a beaucoup de villages en France qui portent la trace qu'il y a eu de l'éclaircissement parce que la population augmente, et puis on construit des bateaux, on fait des mines, etc. Et donc, en France, ça arrive au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, et il y a effectivement la grande réformation des forêts de Colbert, qui est un ministre de Louis XIV, qui va fixer des règles pour un bon usage des forêts. Mais c'est dans l'idée, la France est un pays militaire et guerrier, c'est dans l'idée d'avoir une marine de guerre puissante, et les bateaux, ça se fait avec du bois. Et donc, nous avons aujourd'hui en France des forêts de chênes superbes qui ont été construits pour faire des bateaux en bois, alors qu'on ne fait plus de bateaux en bois. Bon, il y a ça. Et puis, à partir de là, il va y avoir toute une science de la foresterie. Et puis, au XIXe siècle, on va se rendre compte de ce que vous dites en France, que alors on accuse les paysans de ne pas laisser pousser la forêt, de pousser la déforestation, et en particulier dans les zones de montagne, ça crée de l'érosion et ça abîme le climat. Et il y a toute une théorie catastrophiste à cette époque-là, où on explique par exemple que si Mars est une planète complètement apparemment plate, enfin sans rien qui pousse, c'est que les Martiens ont coupé toutes les forêts sur Mars, pour dire à quel point ils sont catastrophistes. Et donc, on peut dire que c'est la première crise environnementale en France. La législation sur les forêts en France est une histoire des politiques environnementales. Et puis, d'autre part, alors là, je connais moins bien, mais c'est certain que quand les Européens et les Français, entre autres, sont arrivés en Amérique, et en particulier dans les Antilles, Haïti, comme vous dites, ils se sont posé des grandes questions sur l'effet de la déforestation. Et on se pose déjà des questions sur l'effet de la déforestation sur le climat. Donc,
il y a, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça sur la question de la responsabilité? Alors d'abord, ça fait ça fait beaucoup de matériaux pour faire de l'histoire de façon intéressante, hein, mais moi, je ne suis pas historienne, malheureusement, je suis philosophe. Alors, qu'est-ce que ça m'apprend? C'est que nous avons un peu tendance, nous autres humains du XXIe siècle et de la fin du XXe siècle, à penser que nous sommes les premiers à nous poser des questions de façon critique et réflexive sur la façon dont nous traitons notre environnement. Or, si on regarde bien, justement, et en particulier avec ces histoires coloniales, et les questions environnementales, elles commencent aussi dans les colonies, beaucoup, hein, il y a eu des études là-dessus, on se rend compte que très tôt, en fait, on s'est posé des questions à la fois sur l'effet des humains sur la nature, et en particulier dans les forêts, il y a une sorte de relation à la forêt, et puis sur l'effet que l'environnement a sur le climat. Les questions que nous nous posons aujourd'hui ne sont pas des questions entièrement neuves. Donc, de ce point de vue-là aussi, ça change la question de la responsabilité. On ne peut pas se dire « Ah, nous, maintenant, bon, nous avons fait très mal avant, mais maintenant, nous sommes conscients, nous sommes critiques. » Il faut se méfier, parce qu'on a été conscient et critique aussi avant, et ça n'a pas forcément donné de bons résultats. Donc, il faut se dire aussi qu'il peut y avoir une façon de se poser la question de l'environnement, qui n'est pas forcément une façon d'y apporter des solutions, mais au contraire, une façon de trouver des raisons de continuer. Doctora Larraín, el tiempo se reduce igual que el que tenemos como sociedad para actuar frente al clima y quisiera hacerle una última pregunta para ir concluyendo esta plática tan interesante y tan ilustrativa que hemos tenido. Y tiene que ver con un problema actual que Francia está viviendo todos los sábados desde diciembre del año pasado. Los chalecos amarillos. Noviembre, perdón. Los chalecos amarillos. Nosotros nos hemos enterado por la prensa y por las conversaciones con colegas franceses que es un movimiento, ¿no?, que una de sus principales demandas, o la demanda que llevaron a la opinión pública, fue el problema del incremento y el impuesto a las gasolinas. ¿Usted cree que es un movimiento regresivo en la política ambiental que ha venido impulsando Francia al interior de su territorio y hacia el exterior? ¿Qué nos podría comentar de este movimiento social que ha convocado a miles de ciudadanos y que mucha gente expone que su principal demanda es tener combustibles baratos? ¿Qué opinión tiene usted de él? Alors, bon, d'abord, je dirais que ce que je vais donner, c'est une interprétation personnelle. Bien sûr, je suis française, ça m'intéresse énormément, mais je veux dire, c'est un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a pour caractéristique de ne pas avoir de représentants, de ne pas se donner de chef, de ne pas avoir une position officielle. Donc, finalement, on est tous en situation d'interprète. Et de ce que vous dites, qui est vrai que le mouvement est parti en dénonciation de taxes sur les carburants qui augmentaient le prix de l'essence, qu'en gros, il y a eu deux interprétations opposées. Je vous dis, les Gilets jaunes, finalement, il n'y a personne qui parle vraiment en leur nom, donc je ne peux pas dire ce que les Gilets jaunes ont dit. Je peux dire ce qu'on a interprété et ce qui me paraît juste, et pas. Alors, il y a une interprétation qui a été de dire « Ah ben vous voyez, ils sont contre l'écologie.
Hein, ils sont contre l'écologie, ils s'élèvent contre les taxes, parce que il est bien évident que ces politiques écologiques sont, elles, pour l'écologie. Bon, moi je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça, et je vais vous dire que je pense que ça a été un prétexte pour que le gouvernement cède là-dessus, pour ne pas céder sur autre chose, qui était ce que demandaient aussi les Gilets jaunes, c'était qu'on rétablisse l'impôt sur la fortune, et ça, le gouvernement ne veut pas du tout. Donc quand il entend les Gilets jaunes dire « Ah non, l'essence c'est trop cher », oui, oui, vous avez raison. Et quand il entend dire « Ah, remettez l'impôt sur la fortune », il dit « Non, pas question ». Bon. Moi, je suis plutôt du côté de ce qu'a dit Bruno Latour, qui est un sociologue très mondialement connu et qui s'occupe d'environnement. Et il a fait un très bon article où il a expliqué que le mouvement des Gilets jaunes, et justement cette histoire de taxes, c'était, si on voulait voir que la question de la transition écologique, la question de la justice sociale étaient liées, eh bien, ça le montrait mieux que jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qu'on dit de la transition écologique, c'est-à-dire justement sortir du pétrole, etc., est liée avec la justice sociale par ce qu'on a un certain nombre à appeler des inégalités environnementales. L'idée, c'est que les mesures, d'une part, la détérioration écologique pèse plus lourdement sur les plus pauvres. C'est aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'entre les pays les plus pauvres, parce qu'ils sont les plus vulnérables et les moins résilients, qui sont les plus fortement frappés, et que dans la façon dont ils sont frappés, il y a aussi les politiques écologiques qui ne prennent pas en compte les inégalités sociales. Alors, si je reviens sur la question du prix du carburant, eh bien, nous vivons, on parlait des contraintes que créait la société dans laquelle nous sommes. Nous vivons dans une société où la mobilité est obligatoire et où, en plus, plus on est pauvre, plus on habite loin. Donc, les gens les moins riches sont obligés, pour travailler, de se déplacer. Et si l'essence augmente, eh bien, en gros, ils ont le choix entre manger ou se déplacer. Et donc, leur demande, ce n'est pas des demandes écologiques, anti-écologiques. Leur demande, c'est qu'ils veulent vivre. Ils veulent avoir les moyens de vivre et pas d'avoir à choisir entre manger et se chauffer, entre se déplacer ou avoir un travail. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, mais je vous dis, on est un certain nombre à penser la même chose, et c'est pour ça que je citais Bruno Latour. Au contraire, si ça montre quelque chose qui est important, c'est le lien entre l'environnemental et le social. Je dirais, on ne portera pas remède aux questions écologiques si on ne fait pas la plus grande attention aux inégalités. Esta última reflexión creo que es muy importante porque usted ha señalado que no vamos a poder enfrentar los retos ambientales que ya están presentes en el mundo sin resolver otro tipo de problemas que también no son urgentes, como la pobreza, la marginación, el racismo, las cuestiones de género. Entonces, que usted nos invite a reflexionar sobre una visión mucho más amplia que entiende al ser humano en su vínculo permanente con la naturaleza y no una naturaleza aislada, que es la que tenemos que proteger sin ninguna responsabilidad social. Pues bueno, doctora Catherine Larrey, ha sido un gusto, un honor tenerla aquí, poder conversar con usted, y pues con esto despedimos el programa. Agradecemos al público de TV UNAM y a las otras personas que verán esta transmisión. Gracias. Eh bien, moi, je veux remercier de l'invitation, vous remercier de vos questions et vous remercier de l'hospitalité de l'UNAM et du Mexique. Merci beaucoup.